Notre plus grosse embrouille. Laquelle? Ouf. Oh, il y en a eu plein. Moi, je me souviens en Islande. On est en Islande après 3 semaines de voyage. On a dormi justement dans des poubelles dans ce voyage. Fatigué, on est allé voir les aurores boréales. Et à ce moment-là, à la fin du voyage, moi j'attends une personne importante, mon père qui va venir voyager avec moi pour regarder les aurores boréales. Et du coup, comme c'est la fin du voyage, je dis à Mousse, voilà, là on a fini le voyage, dans 2 jours, moi j'aimerais me rendre disponible pour accueillir mon père. Et Mousse, qui était pas sûr qu'on ait tous les plans, me dit, bah je suis pas sûr. Et puis là, ça commence à créer une petite tension, il y avait la fatigue, il y avait tout le reste du voyage qui commençait à agir en nous. Et on est dans une carcasse d'avion. Il fait 5 degrés. Il fait nuit. On attend des aurores boréales qui ne viennent pas. Il pleut. On a froid. On n'est pas assez habillés. Et on a une couverture pour 2. Et à ce moment-là, on était tellement saoulés l'un par l'autre, par justement tout ce qui s'était accumulé dans ce voyage, tout ce qu'on n'avait pas eu le temps d'éclaircir entre nous, que c'était juste insupportable. La seule chose dont on avait envie tous les deux, c'était être à 10 000 kilomètres l'un de l'autre. Mais comme on avait une seule couverture, on était obligés d'être comme ça pour garder la chaleur. Comme quoi, des fois, quand on est dans une grande difficulté, ben, ça force à prendre soin du lien, parce que sinon, tu as envie de l'étrangler. Et ça a été souvent le cas dans nos voyages, de se retrouver avec nos problématiques, mais en face. Putain, il m'énerve quand il prend la guitare et qu'en 2 secondes il te fait une impro incroyable et que moi je me sens tout nul à côté et je peux pas le saquer quand tout de suite il a une idée lumineuse hallucinante. Il te fait, mais d'où il sort ça? Il m'énerve quand il a des questions hyper pertinentes qui vont rejoindre le cœur des gens. Mais comment il fait ça? Mais d'où est-ce qu'il trouve cette inspiration? Et en fait, on se rendait compte que la plupart de nos conflits, souvent ils viennent d'une incapacité à accueillir toute l'inspiration que l'autre représente pour nous, toute la beauté qu'il inspire en nous. Et pour nous, ça nous a vraiment appris à être tout petit parfois et dire, Laman, je me sens petit devant ta beauté, devant ta grandeur, devant ta force, ta puissance. Bravo. Et on s'est rendu compte que le conflit, souvent, une partie des conflits qui naissaient de là, se résorbaient instantanément à partir du moment où on exprimait de la gratitude pour la personne qui nous inspire. En l'occurrence, quand Moux m'inspirait dans le monde, je lui disais, Laman, tu m'inspires mais tellement. Et c'était cette école de la gratitude. Et j'aimerais savoir, peut-être pas, on va peut-être pas l'exprimer chacun individuellement, mais pensez à une personne qui vous a profondément inspiré, qui a peut-être changé votre vie. Juste prenez quelques secondes pour penser à cette personne. Mes enfants! En silence, dans votre cœur. Maintenant, autre question. Est-ce que vous avez exprimé à cette personne à quel point elle a changé votre vie? Et si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à prendre votre téléphone et lui écrire un SMS tout de suite. En disant merci. Imaginez un monde dans lequel, au lieu de se couper de l'autre quand on est tellement inspiré, comme ça nous est arrivé plein de fois, tellement inspiré qu'on n'arrive même pas à le voir, qu'on est juste stimulé et saoulé et on se sent trop dans notre petitesse et notre vulnérabilité. Imaginez un monde où on arrive à juste à reconnaître, waouh, ben ça, je trouve ça merveilleux, quoi. Et de le témoigner. Je sais plus quel grand penseur disait, les problèmes dans le monde ne viennent pas de la violence qu'on s'exprime, ils viennent de l'amour qu'on ne se dit pas. Parce que si on se témoigne de l'amour au quotidien, si on se dit, mais c'est merveilleux tout ce que tu apportes, mais merci pour ça, mais est-ce que tu veux que je te soutienne? Tiens, est-ce que je peux t'offrir ce cadeau? Mais derrière, tu me fais chier, les ceci, les cela, ça passe crème. Ah, mais c'est vrai. Si on est dans une relation de confiance où on sait qu'il y a un socle là, t'inquiète, il va falloir y aller fort pour pouvoir le fragiliser, mais derrière, il peut y avoir des bourrasques. L'océan, il n'a pas peur des vagues. Donc, encourageons-nous, parce que c'est pas facile de témoigner notre amour, c'est pas facile d'ouvrir son cœur, c'est pas facile de dire, hé, toi, mon père, que avec voilà tout l'affectif qu'on a, les casseroles qu'on a, toi, inconnu que je ne connais pas,
ben, je te trouve beau. Je te trouve inspirant, je te trouve... Et on est tous beaux, mais on a tellement... En tout cas, pour ma part, j'ai tellement de limites à exprimer, à ouvrir mon cœur. Excuse-moi, c'est un peu difficile parce que... Ouais. On est tous beaux et ça, je veux bien porter ta voix. Merci. Mais quand tu parles comme ça, en fait, c'est hyper dérangeant pour moi. Ok, merci. Merci. Donc, cette invitation à réouvrir nos cœurs et à témoigner ce qu'il y a de plus fragile, mais ce qu'il y a de plus vrai. Ouais. Est-ce que tu veux bien t'approcher? Ça évitera de descendre à chaque fois. Bonsoir. Je suis parti de Besançon en stop lundi matin. Et en fait, j'ai fait découvrir à mon pote, à mon meilleur ami, vos voyages. Rapprochez-vous. Il y a environ 3 semaines. Il m'a fait, mais c'est génial, j'ai envie de le faire. On va partir là bientôt. Et en fait, quand j'ai vu votre festival, je lui ai dit, vas-y, viens, on y va. Malheureusement, il devait bosser, j'ai pas pu y aller. Il n'a pas pu venir avec moi. Et en fait, j'ai commencé à faire le voyage tout seul. Et arrivé à Lyon, donc je suis reparti de Lyon ce matin. Et j'avais un gros coup de barre. Mais vraiment, je me sentais pas bien. J'étais tout seul. Et là, je vais faire du stop à la sortie de Lyon. Je vois un mec arriver avec un sac. Avec une pancarte. Je lui fais, tu vas vers Valence? Ouais. Excuse-moi, tu irais pas au... Tu vas venir le côté? Ouais. J'étais tout seul, j'étais comme un con. Et ça m'a remotivé. Puis je le vois, ma passion c'est la photo, je le vois avec un appareil photo. Il y a tout qui joue en fait. Et ça, je me suis... quand on voit vos aventures, il vous arrive des trucs de fou, on se dit, pourquoi pas nous? Puis là voilà, merci, ça m'est arrivé. Merci pour ce rappel que les miracles, je crois que c'est quelque chose de normal et de quotidien. Mais ça demande tellement d'ouvrir les yeux. Ça demande tellement de se rendre disponible à ça. Je me rappelle d'une des premières fois où j'ai vraiment ressenti ce truc-là de les miracles, ils sont là et je les vois pas. C'était dans notre tout premier voyage où on est parti à poil avec Nance. On venait de voyager tous les deux pendant 2 ans à l'étranger, mais pas ensemble. Et quand on est rentré en France, on s'est appelé, parce que ça faisait donc 2 ans qu'on se tenait au courant, qu'on s'envoyait des mails. Ouais, ça te dit, ouais, quand on se retrouve, on voyage, mais grave, carrément. Là, on se retrouve en France, juillet 2010. Et là, c'est, ok. Ça te dit, on se fait un petit road trip? Ouais. Mais genre, quoi comme road trip? Un petit voyage en stop, je sais pas, un petit tour d'Europe en stop. Ouais, l'Europe. On pourrait faire un truc genre chez l'habitant aussi. Ok, il me chauffe. Chez l'habitant, allez, sans sac de couchage. Sans sac à dos. Sans argent. Dans la nature. À poil. Et ça a commencé comme ça. Sur un gros coup de bluff. Non, mais là, il va craquer. Là, il va me dire, non, ouais, ça va, sans argent, sans machin, à poil, non, c'est bon. Et le problème, c'est qu'on a tous les deux tenu. Du coup, on est début juin, au bord de la rivière de la Drôme, près de Die, et on s'est jeté dans cette expérience. On ne savait pas à l'époque qu'elle allait complètement transformer notre vie. Dans l'expérience de se mettre à poil et faire confiance en l'inconnu totalement. Et ça pouvait paraître un défi un peu potache entre 2 potes, etc. Mais la qualité de miracle, dont je reboucle avec ce que tu disais, la qualité de rencontres qu'on a fait à partir de ce moment-là avec des inconnus, qui étaient nos voisins, parce que moi j'habitais à Die, et là je rencontrais des voisins que j'avais pas encore rencontrés. J'avais l'impression d'être à l'autre bout du monde. Il y avait rien qui avait changé. J'étais toujours dans la Drôme. Ce qui avait changé, c'était mon regard. Et on a poursuivi ce voyage qui avait pour but d'aller jusqu'à Paris en décapotable rouge et de sortir en boîte de nuit en costard. En partant tout nu, sans vêtements, sans argent, de la Drôme, de rejoindre Paris, on avait 5 jours.
On a fait le chemin, on a vécu des choses qu'on pensait pas possible de vivre en France. On a fait de l'avion stop. Porté par cette chance, on s'est dit chiche. On fait de l'hélicoptère stop. Et ça a marché. Il y a quand même un souvenir ontologique à ce moment-là. On est dans un héliport, d'accord? On essaie de faire de l'hélicoptère stop. Et à ce moment-là, il y a quelqu'un qui me dit, attends, mais les gars, c'est génial ce que vous faites. Moi, j'ai mon neveu qui est voiturier au Georges V. Je l'appelle. Donc il l'appelle, j'ai son neveu. Il me dit ouais, alors ouais, ça me parle bien votre truc. Écoute, je peux vous trouver un Hammer rose décapotable ou une limousine comme vous voulez. Et à ce moment-là, il y a Moods qui vient me trouver, qui fait non, se dépêche-toi, il y a l'hélico qui démarre là. Je me suis dit quoi ce délire? Et nous voilà portés comme ça d'aventure en rencontre et avec des gens qui semblaient venus d'une autre planète. On est arrivé jusqu'à Paris et c'est à ce moment-là où j'ai reçu l'une des plus belles leçons de ma vie que les miracles, ils sont là tout le temps. Parce que on est arrivé rincé parce qu'on s'est trompé d'autoroute, on a fait 400 bornes de détour parce qu'on n'était pas sur la bonne. Enfin bref, on a roulé toute la nuit. On est arrivé mais crevé à Paris. Avec à la fois cette joie d'avoir trouvé sur la route des costards, d'avoir trouvé le contact d'un homme qui pouvait nous trouver des véhicules incroyables, ce même homme qui pouvait nous faire rentrer dans la boîte de nuit qui est sous l'Arc de Triomphe, donc niveau standard, fallait voir le pas qui était fait depuis le départ à poil, mais on n'avait pas trouvé la décapotable rouge. Je te laisse raconter. Et du coup, moi, j'étais un peu désespéré, un peu déçu de on était presque là au niveau de notre but presque à se prouver que non mais oui, on peut se donner des objectifs incroyables et cocher toutes les cases et c'est possible et la vie elle nous aide et les gens ils nous aident et on peut y arriver, mais il manquait la décapotable rouge. Et on errait comme ça dans Paris, la nuit tombait, on était crevés et à un moment on se disait ça dit on essaye de trouver du travail en tant que maçon. Ah oui. Pendant une semaine. Ça va faire 80 € par jour environ, à 260. Pendant une semaine, peut-être qu'on aura assez pour se payer une décapotable rouge. Et au bout d'un moment, on fait, mais c'est quoi ce délire? On rentre exactement dans la même logique qu'on a fui pour essayer de faire confiance en l'inconnu, quoi. On se fait d'y aller. On fait confiance, on lâche tout ça et on verra ce qui se passe. Et moi, je me revois errer, le dos rond, là, un peu à ruminer du ouais, et je vois mon once qui détale. Il fait, Moods, regarde! Je dis, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Et il détale vers un tuk-tuk. Et je dis, qu'est-ce qu'il fait? Et là, d'accord. Tuk-tuk, rouge, décapotable. Moi, je voyais un cabriolet. Je voyais un cabriolet rouge, pétant cerise, ce que vous voulez. Et là, c'était un tuk-tuk Bordeaux, mais décapotable, quoi. Juste ouvre les yeux, c'est devant toi. Et je l'avais pas vu. Donc on s'adresse au chauffeur. Faut savoir qu'à l'époque, à Paris, il y avait 4 tuk-tuk décapotables, un vert, un jaune, un bleu et un rouge. Le chauffeur du taxi nous dit, c'est quoi votre délire, les gars? On lui explique. Il nous dit, ce soir, je suis votre chauffeur personnel, je vous emmène là où vous voulez. On a descendu les Champs-Élysées, remonté, fait des tours dans Paris. Et c'était juste incroyable. Et ça, si Nance l'avait pas vu, bah, ça nous serait passé sous le nez, puis on serait rentré de toute façon, ça marche pas, les gens c'est tous des cons. Et là aujourd'hui, de ces miracles, on en a fait des films. Et moi, il y a un truc qui met un peu mal à l'aise de temps en temps, c'est qu'on pourrait penser que ceux qui produisent les miracles, c'est deux voyageurs qui se mettent à poil et qui partent à l'inconnu. Moi, j'aimerais bien aujourd'hui qu'on lève la main, tous ceux qui ont vécu des choses comme ça les derniers mois, cette dernière année, là, des miracles vraiment qui vous ont réouvert les yeux, qui vous ont enchanté à votre vie, montrer que, voilà, c'est quelque chose d'ordinaire qui nous concerne tous et que c'est pas deux voyageurs qui partent, qu'on peut le vivre au quotidien, ça. Merci beaucoup. Et si on regarde un peu plus profondément, c'est quelque chose qu'on a tous vécu. Au moment où on a absolument besoin d'une voiture parce qu'on vient enfin de décrocher un job, mais c'est à 25 bornes et il faut une voiture pour y aller. Au moment où on se dit non mais là l'accouchement il est en train de mal se barrer, ça va finir en catastrophe. Et non, finalement ça passe. Le moment où on se dit là mais cette maladie je vais pas m'en relever, ça va pas aller. On a tous vécu des drames, c'est vrai. Mais on a tous vécu ces moments où on sait pas pourquoi, mais ça s'est dénoué. On sait pas pourquoi à un moment donné il y a eu une main tendue. Il y a une porte qui s'est ouverte. Il y a quelqu'un qui a dit « Attends, viens, je vais te présenter quelqu'un. » On a tous vécu ça. Fouillez dans votre vie, on a tous vécu ça. On a tous en nous
cette mémoire inscrite. Et on peut tous, à tout moment, se rappeler que ça existe. Et juste un peu plus ouvrir les yeux et voir qu'il y a déjà des mains qui sont tendues. On va prendre encore une ou deux questions, puis là, la nuit arrive, donc on va pouvoir faire la projection. Ouais. Bonsoir, moi j'ai une question pour vous. Oula. Voilà. Alors attends, lui il est dangereux là. La dernière fois je suis allé à une conférence parce qu'il a traversé la France en canoë avec un ami qui s'appelle Paul. Bravo, parce que ça paraissait impossible, et je lui ai posé des questions un peu foireuses, donc je m'attends à tout là. Tu sais, je lui posais des questions du genre, et sinon ça se passe comment dans le canoë entre deux mecs pendant 50 jours? Et ben c'est peut-être un petit peu le même genre de question que je vais te poser. Non, c'est pas tout à fait ça. La question c'est donc c'est un peu du vécu pour moi bien sûr. C'est dans votre voyage, est-ce que vous arrivez à prendre le temps de vivre, chose qui est des fois dure à faire parmi ce genre de voyage que vous faites, parce que vous êtes obligé de faire des tournages, enfin, vous avez des objectifs, vous avez des billets d'avion au retour ou pas, peu importe, vous avez des dates. Et est-ce que vous arrivez à prendre le temps de vivre et le temps de profiter de votre voyage? Parce que c'est ça qui est important. Ok, je te remercie. Une seconde. Attends. Une seconde. Tu peux garder le micro? Juste pour que tu précises ta question, est-ce que pour toi ça a été un challenge que tu as rencontré dans des voyages? Non, moi c'est un truc que j'ai vécu pendant la grande traversée où justement on n'a pas pris le temps de vivre parce que on avait des dates, on avait des photos à faire, on avait plein de choses et du coup on a perdu un petit peu le sens du voyage. Le sens du voyage c'était au départ on a dit on part 2 mois. On le fait qu'une fois dans une vie, on dit on part, on travaille pas et puis on prend le temps de vivre, on va vivre sans bosser. Et en fait, on a perdu un peu ce sens parce que il y a la météo, il y a un objectif d'arrivée, il y a plein de choses qui font qu'on part dans une routine et on perd le sens du voyage. Enfin, moi, j'ai perdu le sens du voyage. Super. Je te remercie beaucoup. Merci de ce partage. Alors, la réponse, c'est il y a plein de moments où on oublie de vivre. Il y a plein de moments, c'est clair. Quand je te disais là l'exemple, on veut trouver une décapotable rouge à Paris, et là on se remet dans un mode il faut qu'on travaille, il faut qu'on y aille vite, faut vite qu'on trouve de l'argent, etc. On se remet dans des stress qui sont quoi? Qui sont juste l'expression d'une non-confiance, une peur. On va pas y arriver, ça crée de la tension, et puis du coup on se remet dans des schémas dont on a l'habitude de faire, et puis c'est pas ça qui nous épanouit. Et on a assez vite appris à être des garde-fous l'un pour l'autre. Quand on voit l'un rentrer dans un mode de stress, de tension, l'autre dit oh, il y a un truc qui va pas. Parce qu'on se rappelle toujours que ces voyages, c'est justement pour s'offrir un moment, une parenthèse où on fait confiance aux espaces qu'on ne connaît pas. On fait confiance à l'inconnu. Effectivement, on ne sait pas comment ça va se passer, on ne sait pas comment on va rencontrer ce lord, on ne sait pas comment on va aller dans cette oasis dans le désert du Sahara, on ne sait pas comment on va construire cette cabane. Là, dans le film qu'on va voir, à un moment donné, ça a été filmé, mais on l'a pas monté. Mais à un moment donné, moi, je me dis, mais c'est quoi ce délire? C'est quoi tout ce voyage qu'on fait pour construire une pauvre cabane? Je comprenais pas. Et je me souviens très clairement m'être dit à ce moment-là, parce qu'il y avait aussi Mout, je me dis, ok, je comprends pas, je fais confiance, ça viendra après. Et du coup, on a la chance d'être un garde-fou l'un pour l'autre, et puis aussi que les gens sont des garde-fous pour l'autre. Parce que si nous, on se met à rentrer dans des modes de tension et de stress, toutes les portes, elles se ferment. On sait très bien que ce qui ouvre les portes, c'est notre confiance et notre joie, en effet miroir. Si nous, on arrive tendus et méfiants, les gens, ils ouvrent pas leur porte. Souvent, on nous dit, ouais, c'est quoi la région la plus accueillante? Mais la région la plus accueillante, l'état le plus accueillant, c'est l'état intérieur de joie, de paix et de confiance. C'est là où tout s'ouvre. Que tu sois en Picardie, dans le sud de la France, aux États-Unis, n'importe où. On a pu vivre des moments, a priori, dans des régions accueillantes où les gens fermaient tous leurs portes parce qu'avec nous, on était en conflit. Donc, je sais pas si ça répond à ta question, mais la réponse, c'est oui. Il y a plein de moments où on se fait avoir, on est amnésique, on oublie. Et heureusement qu'il y a notre pote avec nous. Et heureusement que le voyage dépend justement de cette paix qu'on installe en nous. Merci.
Bonsoir à tout le monde. Moi, j'ai une petite question. J'ai vu Moots signer des autographes toute l'après-midi, donner beaucoup de son temps, toi aussi, Nance. Est-ce que dans vos vies privées, avec tout ce que vous avez à côté, vos voyages, etc., est-ce que vous arrivez à trouver du temps pour vos familles, vos chéris, vos amis, etc. Bah, c'est le challenge. C'est la recherche continue d'un équilibre. Parce qu'effectivement, on se sent énormément à notre place dans ce qu'on vit, dans nos voyages entre nous, dans ce que ces voyages engendrent dans des moments comme ici. Et en même temps, ce serait avoir qu'une seule jambe que de vivre uniquement ça. Une chose qu'on a relativement tardivement compris, c'est que ce qui nous a donné la force de pouvoir se mettre à poil, ce qui nous a donné la confiance de pouvoir se mettre à poil, c'est parce qu'au fond de nous, dans une case très au fond, il y avait, j'ai confiance qu'en fait, je suis profondément aimé par mes proches. On a eu la chance tous les deux d'avoir des parents très aimants qui se sont rendus avec aussi leurs emplois du temps, leurs contraintes, leurs joies, leurs passions, qui se sont rendus suffisamment disponibles pour qu'on puisse se sentir profondément aimé. Et ça, aujourd'hui, moi, ça me fait vraiment me rappeler que le plus beau cadeau qu'on puisse offrir à un enfant, c'est de l'amour et de la confiance. Et grâce à ça, on a pu oser se mettre à poil. Grâce à ça, on a pu oser prendre des risques que certains peuvent voir comme inconsidérés. Parce qu'il y a le fait de partir à poil, mais il y avait aussi le fait de quitter nos diplômes d'ingénieur pour dire « chiche, on fait des films ». Oh les gars, avant de faire des films, on a voulu écrire des livres sur nos expériences, La Bible du Grand Voyageur du côté de Nantes et Eco America de mon côté. Et on vivait ça en parallèle. Et il y avait plein de gens qui nous disaient « Bon alors du coup, t'as fini tes études, et tu fais quoi maintenant ?» J'écris un livre. Non, mais je veux dire professionnellement. Merde. Et ça a été énormément de risques pour nous. C'était des périodes où on gagnait pas d'argent, donc du coup, on faisait des poubelles pour trouver à manger, on squattait chez des potes, on a été nomades pendant un moment. Et c'est, en fait, ce qui nous a permis de faire ça, c'est parce qu'on savait que on pouvait rentrer avec des guenilles chez nos parents même à 22 ans, quoi. On savait qu'on avait des amis qu'on pouvait appeler à n'importe quelle heure et qui seraient là pour nous écouter. On savait qu'on avait des compagnes qui pouvaient être rassurantes pour nous. Donc aujourd'hui, on continue d'être dans cette conscience et d'essayer de nourrir notre potager de notre vie avec égalité, avec joie. Là, c'est le temps pour moi d'arroser telle partie de mon potager. Là, c'est le temps pour moi d'arroser telle autre partie. Et c'est pas évident. C'est clair, c'est pas évident. Et en parallèle, moi, je peux partager aussi que, par rapport à cette question, que je trouve très pertinente, je me mets un peu à poil, tiens. Pour moi, pour ma part, c'était pendant longtemps le voyage, ça a été une fuite. C'est-à-dire que j'arrivais à vivre dans le voyage une qualité de rencontre et de connexion avec les gens que j'arrivais pas à vivre dans ma famille ou j'arrivais pas forcément à vivre avec mes amis. Et tout d'un coup, avec des inconnus, c'était waouh. C'est comme si on faisait page blanche. C'est comme si on était ouvert. Vous savez, quand on voyage, j'imagine qu'ici il y a beaucoup de gens qui voyagent. Il y a cette fraîcheur du voyageur, il y a cette ouverture, cette curiosité qui amène directement dans les profondeurs de la relation. Et pour moi, j'étais assoiffé de ça. Et donc, effectivement, à un moment donné, c'était assez déséquilibré. J'étais beaucoup sur la route et très peu chez moi. Et à un moment donné, on a pris conscience de ça avec nous et on s'est dit, mais il y a un problème. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a posé la question tout à l'heure qui m'a dit, mais pourquoi avant vous faisiez 6 films par saison et maintenant que 3 ? Et la raison, c'est ça. C'est en fait, on s'est rendu compte à un moment, c'est chouette de vivre des histoires d'amour avec des inconnus. Mais est-ce qu'on vit ces mêmes histoires d'amour avec nos parents, nos frères et nos sœurs, nos amis, nos chéris ? Et là, on s'est dit, ça pique un peu, mais non. Non, on n'a pas cette même curiosité envers notre famille, envers nos amis. Et du coup, ça nous a invités à se dire, ok, stop, c'est chouette de vivre tout ça avec des inconnus. Maintenant, il va falloir apprendre à vivre avec nos proches. Et là, c'est une autre paire de manches. Là, il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit quand tu dis me connaître, tu t'adresses à la personne que j'étais hier. Et c'est un peu ça avec les gens qu'on pense le plus connaître finalement. J'avais assez peu de curiosité pour les découvrir au jour le jour. Et ces voyages, voilà, ils m'ont enseigné ça et j'apprends tous les jours, j'apprends aujourd'hui encore et encore à quel point, mais on ne connaît pas les proches, on ne connaît pas nos proches et ça demande constamment d'être curieux, d'oublier le passé et de se dire mais qui t'es toi aujourd'hui ?
raconte-moi. Et restez ouvert avec la même curiosité du voyageur. Et ça nous a invités à prendre du temps. C'est pour ça qu'il y a eu 2 fois, on a pris quasiment 1 an entre des voyages consécutifs pour aller cultiver ce terreau familial, aller cultiver ce terreau amical, ce terreau amoureux, pour pouvoir se donner les chances de vivre de cette même intensité, cette même beauté. Et je me rappelle d'un grand tournant que j'ai vécu avec mon père, parce que quand c'était cette période où on partait 6 voyages par an, puis je faisais d'autres voyages à côté, et j'avais pas spécialement envie de donner des nouvelles. C'était un peu ma crise d'adolescence. Moi, j'ai pas eu ma crise d'ado à 14 ans, 15 ans. Je l'ai eu à 25 ans. Et j'avais pas envie de donner des nouvelles parce que j'avais besoin de croquer le monde. Et puis j'avais plein de colère, plein d'a priori, plein de choses que j'avais besoin de laisser derrière moi. Et mes parents me disaient, ouais, tu donnes pas de nouvelles. Et alors, plus ils me disaient ça, plus je disais, bah, tiens, avant qu'ils reçoivent des nouvelles, il va falloir qu'ils se lèvent tôt, quoi. Parce que j'entendais un code, parce que j'entendais un bon fils, ça doit donner des nouvelles. Et le jour où mon père, il a joué à ce même jeu qu'on essaye de jouer ensemble, de se livrer et d'ouvrir notre cœur, le jour où il m'a dit, bah, tu sais que quand on reçoit pas de nouvelles, ben, ça nous rend triste et on se sent moins exister. Et on aimerait juste savoir comment tu vas. Et du jour où il m'a dit ça, je me dis, mais bien sûr que j'ai envie de donner des nouvelles. Bien sûr que j'ai envie d'être présent. Bien sûr que j'ai envie d'être là. Mais ça demande ce courage de parler de ce qui se passe au fond dans son cœur et de pas le cacher derrière un bon fils, ça doit, ou une bonne maman, ça doit, ou un bon ami, ça doit. C'est juste, hey, qu'est-ce que tu vis là? Et là, je peux me relier à ça, et là, avec grand plaisir de contribuer. Retour à des aspects très pratiques. Ce festival, il a pu avoir lieu parce qu'il y a eu une idée à un moment donné qui a été lancée sur la table. Il y a eu suffisamment de folie, suffisamment d'audace, suffisamment de foi investie. Et il y a eu aussi de l'argent d'investi. Et là-dessus, vous l'avez peut-être vu à l'entrée, il y a une urne. On vous demande si c'est joyeux pour vous, vos contributions. Pour vous donner une idée, il y a eu 1 000 € d'investis pour que tout ça existe. À la fois, c'est rien du tout. Et en même temps, c'est de l'argent de notre poche à tous les deux. Et on aimerait bien juste pouvoir rentrer dans nos frais à cet endroit-là. Du coup, si vous avez l'élan de contribuer à hauteur de quelques centimes, de quelques euros ou davantage, bienvenue, parce que de toute façon, même s'il y a un surplus d'argent, bah, ça repartira d'organiser d'autres événements. Alors, on va prendre une dernière question. Moi, d'abord, merci. Merci de nous accueillir ici. Et alors, j'ai une question qui me turlupine, mais je suis très inquiète pour vous à chaque fin d'émission. Mais comment faites-vous pour rentrer? Et bien, pour rentrer, on remet des vêtements et on a un billet prévu par la production, un billet de train, d'avion, et on rentre et on reprend notre vie avec tout ce que ça comporte, notamment l'argent. Sauf quand on voyage un peu trop longtemps, comme ce voyage dans les Pyrénées où on avait oublié notre code de carte bancaire au moment de prendre un billet pour rentrer à la maison. Donc on est rentré en stop. Et blague à part, c'est vrai qu'il y a un ajustement qui n'est pas forcément facile, moi qui m'a demandé beaucoup de temps pour apprivoiser. Cet ajustement où on est dans un espace-temps de l'ordre de l'heure ou de la journée dans le voyage. On ne sait pas ce qui se passe l'heure d'après, même des fois les 5 minutes d'après, on ne sait pas. Il n'y a pas d'argent, donc c'est que dans le troc et l'échange. Et tout d'un coup, on va passer sur une autre échelle de temps. Moi, quand je vis de manière sédentaire, je suis plus sur une échelle de 1 mois, où j'ai de l'argent, je paye mes factures, je paye ma nourriture. Et cet ajustement-là, il est pas vraiment facile. Au début, j'avais besoin de 3 jours pour pouvoir passer de l'un à l'autre. Aujourd'hui, ça va un peu mieux, mais ça m'a demandé beaucoup de d'essais et erreurs.